Sur le personal branding même, je remonterais même plus haut. C'est-à-dire que quand j'étais chez Accenture, comme mon premier projet a été dans le CRM et que ça m'a plu, je me suis dit, ça te plaît, t'en as enchaîné 2 différents, donc maintenant tu peux parler une certaine expérience, tu peux apporter encore plus sur ce sujet-là à des entreprises. Et donc, je me suis toujours attachée à faire des projets qui étaient dans cet univers et au point même de pouvoir probablement être assez pénible avec certains associés qui voulaient me mettre sur d'autres projets parce qu'ils avaient besoin de ressources à tel moment. Quand je disais, tu as animé un workshop à Niort sur l'assurance vie, non, mais j'ai tenu ma barre. Mais en fait, je garde le cap je veux me spécialiser dans le CRM parce que c'est là, du coup, en ayant une expertise, c'est comme ça que je vais apporter la valeur à mes clients, mais aussi pour moi-même, personal branding, je vais être crédible et donc j'écris mon CV. C'est moi qui écris mon CV. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Je suis ravi, comme d'habitude, de vous recevoir aujourd'hui pour un épisode du Brand Podcast puisque on continue d'avancer dans cette 3e saison. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui on va être à l'épisode 4, ce qui veut dire que ça fait maintenant plus d'un mois que le podcast, en tout cas que cette saison a démarré. Pour toutes les personnes qui écouteraient le Brand Podcast pour la première fois, j'aimerais rappeler que cette émission a pour but de vous aider, vous CMO, CEO, tout simplement curieux d'en savoir plus sur du marketing, à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Je profite aussi de cette petite introduction pour faire un moment promo pour le Instagram du Brand Podcast. Voilà, sur les 2 premières saisons, on n'avait pas d'Instagram, maintenant on en a un. Et j'essaie de poster du contenu qui est relatif à ce qu'on fait dans le podcast. Donc si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Brand Podcast, BRVND Podcast, tout collé sur Instagram. Sans plus tarder, Camille, je vais te laisser te présenter, c'est à toi. Merci Eddie. Moi je suis Camille Théron-Charles et je suis présidente du Livre Bleu, donc je suis entrepreneur. Et j'ai repris cette entreprise qui date de 1954 avec une associée en 2017. Et précédemment, j'avais monté ma boîte de conseil en indépendante en 2015, que j'ai toujours. Ok, parfait. J'ai aussi 3 enfants d'un point de vue perso, ce qui est assez important, ça occupe aussi pas mal. Effectivement. Bon, on va rentrer sans plus tarder dans la partie autour de ton parcours. J'aime bien commencer en règle générale par parler des études, mais avant ça, il faut donner un peu plus de contexte. C'est vrai qu'en précole, tu me disais que toi, ta grand-mère était pharmacienne et que ton papa était médecin. Ouais. Et sur ton CV, moi, je vois pas de PACES, je vois pas d'études en biochimie, mais je vois un PGE à Schema Business School, dont tu seras diplômé en 2000. Et du coup, j'aimerais bien savoir, tu vois, quand tu es entouré de personnes comme ça qui sont vraiment dans du technique, on va dire, qui sont pas vraiment dans du business à proprement dit, c'est quoi le trigger qui fait qu'on se dit je vais faire une grande école de commerce et pas devenir ingénieur par exemple, sachant qu'en règle générale les études médicales c'est quand même assez niché, quoi. Ouais, moi j'étais attirée par différents métiers. En fait, je voyais effectivement au quotidien mon père médecin et en fait ça me branchait pas pour plusieurs raisons. Et je pense que ce sont aussi des vocations et que je l'ai pas. Donc voilà, la vue du sang, tout ça, je me sens pas, voilà. Et ensuite, j'étais attirée par le droit, par l'économie, et puis en fait j'avais la volonté d'être indépendante en fait. J'avais l'idée d'être expert comptable pour être à mon compte, donc une certaine liberté à l'époque. Et du coup j'ai fait une prépa école de commerce. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais effectivement j'avais pas la fibre très scientifique. Ok. Quand je regarde ton parcours, je vois pas du tout de comptabilité. À quel moment c'est parti de ton esprit l'idée d'être expert comptable? En fait, c'était donc l'idée d'avoir une profession libérale, parce que donc mon père avait une partie de son activité en libéral et j'aimais bien l'idée d'être mon propre patron. Mon père avait une cousine qui avait fait de l'audit, et donc moi je m'étais dit tiens, expert comptable, commissaire aux comptes, le fond du truc, c'était analyser les comptes et faire des recos, conseiller pour aider les entreprises.
Ouais. Donc c'était un peu ça, et bien sûr avec la forme. Sur la forme, c'était d'être indépendante, donc profession libérale. Et c'est comme ça qu'en 3e année d'école de commerce, j'ai choisi audit expertise, c'était audit expertise conseil. La 3e année, la spécialisation. Et donc j'ai fait un stage de 3 mois en audit chez un des Big Five. Et j'ai appris énormément en 3 mois, mais il y avait un côté assez rébarbatif qui m'a un peu rebuté au bout d'un moment. Et donc, comme je voulais faire un peu de... je voulais faire ça pour faire du conseil. En fait, après, j'ai plutôt cherché les carrières en conseil. Et c'est là que j'ai vu que les entreprises en conseil recrutaient dès la sortie d'école. Je pensais qu'ils recrutaient des gens expérimentés pour donner des conseils. Je me suis dit, il faut des gens expérimentés. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, en fait, on vous forme. Ah bon. Donc, du coup, vu que j'étais un peu dans cet univers des Big Five, en général, ils avaient une partie audit, une partie conseil. À l'époque aussi, je voulais pas travailler à Paris, je me plaisais pas à Paris, j'aimais pas trop Paris, donc et de Lille, puisque j'ai fait mes études à Lille. Mmh. En fait, il y a beaucoup d'entreprises Belux qui viennent chasser. À l'époque, on venait nous chercher. En 2000, et au mois d'avril, il y avait un forum à l'école et il y avait les boîtes d'audit, les boîtes de conseil, et en fait c'est là que j'ai accroché avec j'ai passé pas mal d'entretiens avec pas mal de différentes boîtes, et mon choix s'est porté à l'époque sur Andersen Consulting, donc Accenture maintenant. Okay. Voilà, et donc ils m'ont dit non mais on vous forme, voilà, on a différentes branches. Donc comme j'avais choisi du coup le Luxembourg, le secteur d'activité qu'on conseillait, c'était la partie industrie financière, bien sûr. Donc j'étais de base dans cette industrie, et donc comme c'est une organisation matricielle, j'avais choisi la partie CRM, donc Customer Relationship Management. Donc voilà, je suis tombée dedans toute petite. À 23 ans. Et c'est là que ça a démarré. En fait, ça m'a beaucoup plu. Donc c'était vraiment ça, c'était apporter de la valeur aux entreprises. Un peu faire le docteur des entreprises, finalement. Le médecin. Tu vois. Alors des fois, on faisait de la chirurgie esthétique, mais la plupart du temps, on faisait quand même de la grosse chirurgie, complexe, longue. Et j'aimais bien cette histoire d'aider, d'apporter de la réflexion, d'aider à accoucher des idées, des projets. Et donc du coup, j'ai un peu abandonné à ce moment-là, le fait d'être à mon compte, ça c'est un peu... ce que j'allais te dire, parce que expert comptable... Ouais, ça s'est un peu mis en retrait, ouais, parce que du coup j'ai passé les UV DESCF pour être expert comptable, il m'en manque un. Et j'avais repassé la première année où je travaillais, c'était assez compliqué quand même de réviser en même temps qu'on travaille, surtout dans des boîtes comme celle-là, où on est occupé soir et week-end aussi. Et en fait, du coup, ça, j'avais mis de côté. Et puis, je m'étais mis à fond là-dedans. Et j'apprenais tous les jours, donc j'étais très contente. Sans savoir qu'effectivement, plus tard, je réussirais à être effectivement indépendante à mon compte. Okay. Donc voilà, je suis partie dans le conseil. Ok, donc si je récapitule bien, toi t'as pas fait le choix du coup de bosser dans le marketing pur, mais parce qu'à la base en fait tu voulais faire de l'audit et du coup de la finance en quelque sorte. Donc t'as passé 7 ans chez Accenture si j'en crois ton CV. Quand on sort de l'école de commerce, en règle générale, je dirais qu'il y a un peu 3 voies rêvées par les étudiants. Il y a le conseil, la banque d'affaires et la tech. Toi t'as choisi de partir plus de niveau conseil, tu nous as déjà expliqué un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix, mais on sait qu'en fait en règle générale les cabinets de conseil c'est considéré comme étant des grosses écoles de rigueur, ainsi un peu de business, parce que c'est vrai que c'est des business assez compétitifs. Mais avec le recul, est-ce que tu considères que tu as appris beaucoup en termes de marketing là-bas ? Alors en fait, j'ai appris beaucoup en termes de... sur la partie marketing, en termes de bonnes pratiques et du coup d'outillage aussi. Puisqu'en fait, les consultants sont facturés, c'est un sacré budget sont facturés cher. Cher, ce que je veux dire, c'est que c'est un sacré investissement parfois pour des entreprises. Et donc, forcément, dans ces boîtes, quand on travaille, on veut toujours donner le meilleur. Vraiment. Et donc, quand une grosse banque dit je veux mettre en place un nouvel outil CRM, franchement, on fait tout pour trouver le meilleur et après
après pour le paramétrer, le customiser, personnaliser pour la banque de la meilleure des façons, donc avec les meilleures pratiques. Et on va vraiment très loin dans cette recherche du meilleur. Et là, moi, j'ai beaucoup appris. J'ai mis en place des outils de CRM sur différents axes. Donc, il y a l'axe centre d'appel, du case management, comment un cas est traité avec mettre en place l'outil en front, en back, la partie marketing automation, donc un vrai moteur d'intelligence avec de la BI, des machines de guerre marketing, avec de la data. Et bon, ça remonte, c'était le début des années 2000, donc c'était pas encore ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'était en fait c'était vraiment je trouvais que c'était une forme de perfection en fait qu'on mettait en place, et donc je voyais ce qui existait de mieux en fait sur le marché pour faire du marketing automation, pour mettre en place un centre d'appel, pour gérer le lancement d'un produit, et d'ailleurs, parfois c'est assez difficile de passer à autre chose parce que du coup on est en recherche de perfection. Enfin, moi, pendant 7 ans, j'ai l'impression que c'était cette culture-là de c'est quoi le meilleur outil du marché, c'est quoi le meilleur développeur sur cet outil sur le marché, quelles sont les meilleures pratiques en telle ou telle matière, et c'est ça qu'on va mettre en place. Et en plus avec aussi une perfection dans le déroulement du projet. Donc on écrit toutes les specs ultra détaillées très en amont, on fait bien valider, après on suit le développement, on fait les tests unitaires, d'assemblage, d'intégration, enfin tout, du coup que ce soit le fond ou la forme, c'est la perfection. Donc c'est vrai qu'après c'est des fois difficile de changer d'univers parce que comme dirait l'autre, better done than perfect. Donc, et du coup, c'est parfois c'est pas évident de switcher d'arriver au done. Voilà. Ouais, c'était pas la méthode agile à l'époque. C'est plutôt tu prépares tout avant et après tu livres. C'est pas tous les 15 jours faire des sprints. Donc d'une certaine manière, c'était pas de la théorie marketing. Et c'était pas vraiment sur le terrain dans le sens j'étais pas dans un service marketing. Ouais. Voilà. Mais en fait, je voyais quand même toute une architecture marketing et ce qui se faisait de mieux. Et ça m'avait fait plaisir aussi parce qu'une fois sur un des projets où on avait mis en place un centre d'appel, la gestion des campagnes automatisées, enfin pas mal de choses. Où la banque dans laquelle on mettait ça en place, le siège monde avait dit le best in class en marketing, c'est la filiale du Luxembourg. Donc là où on avait mis le truc, tu te dis ça fait plaisir. Donc après ils te font intervenir en disant alors expliquez-nous comment vous avez fait. Donc ça m'a quand même appris beaucoup en marketing, et aussi c'est en m'ouvrant à ça, et d'ailleurs c'est sur un des projets où j'ai été le plus en contact avec un service marketing, je me suis dit en fait c'est ça qui me plaît. C'est bien parce que tu annonces déjà mes questions avant que j'ai le temps de te les poser, donc c'est parfait. Tu continues du coup ta carrière à la Barclays, donc là tu coches un peu toutes les cases de l'école de commerce, la banque d'affaires, le conseil c'est fait, et du coup pendant 4 ans tu vas être marketing manager chez eux. Déjà plusieurs questions me viennent dans l'esprit. Quand on a fait 7 ans chez Accenture, bon qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, en théorie... Si, c'était Accenture. Ah ok, donc je suis rentré en 2000, c'était Andersen Consulting, mais 2001 c'était déjà Accenture. Ok, et du coup quand je disais quand on a fait 7 ans chez Accenture, on est un truc comme, je sais pas, senior consultant, ou ce qui veut dire que globalement on gagne bien sa vie, et qu'en restant quelque chose comme 2 ou 3 ans de plus, potentiellement on peut devenir partenaire d'une filiale ou d'un groupe, ou je sais pas. Déjà, pourquoi tu décides de partir, et en quoi consistait ta mission chez la Barclays? Parce que c'est vrai que marketing manager ça veut un peu tout et rien dire, et du coup ça te fait faire une vraie transition de je fais du marketing en délivrant un peu pour les autres et en prémâchant un peu le travail pour quelqu'un d'autre, à je fais du marketing pour ma propre institution directement, tu vois. Quand je décide de quitter Accenture, c'est multifactoriel. Il y a le fait que, en fait, moi j'étais basée au bureau du Luxembourg, je bougeais pas mal, j'ai fait des projets en France, en Belgique, voilà. Et en fait, donc c'est une vie quand même très particulière. Moi j'avais lu un article à l'époque où il disait c'est les moines soldats. Et en fait, je me suis dit mais c'est ça en fait. Ouais, t'as une forme de vie un peu très particulière. Je veux dire, t'arrives,
t'es en week-end hyper tard le vendredi soir, quand t'arrives à un dîner, t'arrives après tout le monde, ou alors tu dis je suis désolée, je peux pas venir. Enfin, t'as une vie, c'était une vie dédiée à ça, ouais, très très prenante. Donc je commençais à m'en lasser parce que j'avais des projets de famille et je me disais c'est pas possible en fait d'avoir une famille dans ces conditions. Et quand je regardais au-dessus les partenaires, comme tu dis, ils étaient soit mariés avec leur assistante, soit ils étaient divorcés ou ils n'avaient pas d'amis. Je me suis dit au bout d'un certain âge, c'est quand même une vie bizarre. Enfin moi c'était pas mon projet de vie, donc voilà, il y avait ça, il y avait le fait que j'avais envie de beaucoup plus palper ce que je faisais, de voir les résultats. Et d'ailleurs, justement, dans ce que je te disais, quand je suis allée à Paris, dans la filiale de cette banque, et que je suis retournée au Luxembourg pour leur montrer ce qu'on avait mis en place, en disant, voilà, c'est ça qu'il faut que vous fassiez aussi. En fait, c'est la première fois que je revenais sur les lieux d'un crime, les lieux d'un projet. Et en fait, je me dis, oh là là, attends, j'ai fait toute la grossesse du projet, l'accouchement, et en fait je suis partie au moment où je pouvais voir le bébé grandir, qui fait des sourires, tu vois. Enfin, je fais pas mal d'images autour de la puériculture, mais c'est pour la suite. Et donc du coup je me suis dit non mais en fait moi c'est ça que j'ai envie, c'est non seulement de mettre en place, mais après en fait je veux être au contact de ce terrain-là, en fait, bénéficier des projets que je mets en place. Je veux être aussi en production, donc il y a eu ça. Ensuite, il y avait aussi le fait que ma vie personnelle était à Paris, alors que j'étais rattachée au Luxembourg, et en fait, je me suis dit, je pourrais transférer à Paris. D'ailleurs, j'en ai discuté avec eux, c'était un des projets, mais en fait, transférer à Paris, Accenture Paris, c'est pas Accenture Luxembourg. Et moi, j'aimais beaucoup l'ambiance Accenture Luxembourg, qui était une petite famille. On était 100. Et Paris, c'est 4000, c'est l'usine, t'es un numéro, quoi. Oui, c'est une grosse famille à 100, mais ça reste petit, tu vois. Tu connais tout le monde, c'est une vie de province, en plus, assez sympa. Donc, ça fait il y a un côté un peu PME, si tu veux. Donc, moi j'aimais bien ça, et l'usine à 4000 personnes, du style tiens, il y a un workshop à animer sur l'assurance vie à Niort demain matin à 8h, donc t'y vas. En fait tu vois, c'est non. Donc je me suis dit en fait voilà, t'es en train de switcher, et là-dessus il y a un cabinet qui m'appelle et qui me parle d'un projet chez Barclays, qui veut mettre en place une agence à distance et qui cherche quelqu'un pour développer la banque à distance au service marketing. Voilà, je me suis dit voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, et donc c'est comme ça que je suis partie chez Barclays, donc au service marketing. Puis en fait c'est passé côté ce qu'on appelle distribution en banque, donc réseau distribution bancaire, donc la partie commerciale, disons direction commerciale, on va dire. Et donc c'était avant que se lance Hello Bank, avant que se lancent toutes les banques à distance, et ils avaient ce projet dans les cartons, et voilà. Donc du coup, j'ai tout mis en place de A à Z. Donc on a déjà défini, j'ai pas mal travaillé sur le pourquoi de cette agence. Est-ce que c'était pour gérer des clients grosse de équipe façon moins marketing chère chez Barclays ou pas du tout? À l'époque, ouais, quand je suis arrivée, je sais pas, on devait être une vingtaine peut-être. Ok, ouais, ça change quand même d'Accenture, quoi. 100 personnes, on passe à une vingtaine, là c'est... Oui, là, ouais. Bon, après, chez Accenture, le conseil, si tu veux, c'était 100 personnes au bureau de Luxembourg, mais après, sur les projets, moi, j'ai jamais connu des projets de plus de 25 personnes. Après, chez les clients, on pouvait être 50 ou 100. Oui, non, c'est la taille c'était à peu près la taille de ce service. Et donc c'était bien parce qu'il y avait le marketing produit, il y avait le marketing client, marché, il y avait la partie web, donc le site public, la partie connectée. Donc il y avait pas mal de choses, et donc après la partie commerciale aussi, avec laquelle j'ai fait connaissance, que je suis passée un peu de l'autre côté. Voilà, il fallait définir du coup vraiment la burning platform. Pourquoi créer une agence à distance, en fait, d'où ça vient cette idée, c'est pourquoi faire le business plan. Ok,
Ensuite, il y a eu des choix à faire. On se met chez un outsourceur, on se met dans les locaux ici. Quel outil pour gérer ça? Parce que c'était une plateforme téléphonique, en gros. Toute la partie juridique de la vente à distance, tout le marketing de je migre des clients puisque c'est vers un autre banquier. Fallait recruter les banquiers. Donc j'ai recruté la moitié en interne, la moitié en externe dans des banques à distance. Donc des conseillers qui étaient habitués à cette relation. Et puis toute l'organisation de cette agence, comment on gère un middle office. Donc voilà, du coup, ça a vu le jour tout début 2009. Mhm. Et c'était vraiment top. On a fait aussi on a baptisé cette agence, donc il fallait faire tout le market et la com autour de ça, en interne, en externe. Donc ouais, c'était en fait une entreprise dans l'entreprise. On crée un nouveau truc. Et ça a été hyper enrichissant. Et donc j'avais vraiment mon projet. Voilà, et je coordonnais beaucoup de personnes qui chacun amenait sa pierre, que ce soit juridique, la finance, les back-office. Il fallait qu'ils sachent comment interagir avec cette nouvelle entité. Il fallait aussi construire l'équipe, donc il y avait recruté, mais derrière il fallait faire pas le team building, mais créer cette équipe, qu'elle soit harmonieuse, que les gens se connaissent. T'avais les clés du truc, quoi. Enfin, je veux dire. Ah ouais. Okay, ouais, vraiment. Okay, ouais, vraiment. Donc ça, c'était top. Donc ça a pris un bon bout de temps. Et puis après, il a fallu suivre, il a fallu faire grandir. Donc après, on continuait à tenir la main du bébé jusqu'à ce qu'il marche. Okay. Et après, je suis passée sur d'autres sujets du type les relevés de compte en ligne. Dématérialisé. Donc ça c'est pareil, à l'époque il y en avait très peu, donc et là c'est de nouveau c'était un projet super sympa. Voilà, fallait travailler avec la Caisse des dépôts, avec un prestataire qui gère le coffre-fort sécurisé, avec donc les équipes gros, web. Il y avait beaucoup d'intermédiaires, quoi. Ouais. Okay. Et donc il fallait vraiment faire le chef d'orchestre et c'était pas facile. J'avais compris que ce qui était pas évident, c'est de trouver quelqu'un qui savait parler aux développeurs, enfin à la partie DSI de la banque, avec une teinte marketing, mais de savoir le traduire et puis de savoir comment on fait un projet informatique, qu'il y ait des specs, qu'il y a des tests, qu'il y a une mise en prod, etc. Donc du coup j'étais effectivement la bonne personne pour faire ça. Ça marche. Je sais que tu as fait du tennis toi depuis l'âge de tes 6 ans et pour moi ce sport c'est un peu comme beaucoup de sports individuels, tu vois, c'est vraiment la définition de combativité et endurance, tu vois. Et ça m'a fait penser à la partie plus sales de ta carrière. Tu as bossé chez Amex pendant un petit moment en tant que Head of Bank Partnership et chez John Paul aussi comme Chief Commercial Officer. Donc c'est là où tu vas rencontrer Antoine Bluy qu'on salue d'ailleurs. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, n'hésitez pas à l'écouter. Et si on tape sur Google marketing versus sales, on va tomber sur des tunnels de vente où on nous explique la différence entre les deux parce qu'ils sont liés par ailleurs. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les leçons que toi tu tires de ces expériences commerciales et en quoi ça t'a aidé à être une meilleure marketeuse en fait. Ouais, en fait, moi j'ai toujours vu, j'ai beaucoup vu la guéguerre entre des services commerciaux et services marketing. Moi, j'aime beaucoup les deux et je trouve que l'un va pas sans l'autre en fait. Et c'est vrai je trouve que la partie sales, ils sont encore meilleurs quand ils ont une teinte marketing. Les marketeux, quand ils sont orientés sales, ils sont aussi encore meilleurs, je trouve. Et c'est des combats qui existent. Et bon, moi je trouve que c'est la collab des deux qui fait gagner tout le monde en fait. Donc c'est vrai que moi quand j'étais dans des services commerciaux. J'étais un peu marketeuse et quand j'étais côté market, j'étais un peu commercial, quoi. Donc c'est un peu bizarre, c'est comme quand t'as une double nationalité, quoi. C'est un peu mais je trouve que les deux sont importants et aussi c'est comme moi je trouve pendant longtemps je me suis dit le marketing c'est une science et c'est pas un art. Je le considérais comme une science parce que je trouvais que la data c'était hyper important, faut compter, faut calculer.
Et c'est sûr, mais en fait, je trouve qu'il y a aussi une partie, et je l'ai vachement découvert avec les réseaux sociaux sur mon autre activité, sur le livre bleu, qu'il y a une part artistique qui est non négligeable aussi. Donc, Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que tu considères comme étant genre, enfin, ce qui t'a aidé à devenir une meilleure marketeuse, parce que c'est vrai que de l'expérience commerciale, on peut peut-être apprendre des choses qu'on peut réutiliser après dans le oui, marketing. c'est ça. Moi, je trouve que d'être orienté business, Mhm. ça te permet de garder un cap. Tu dis, ok, Mhm. je vais marketer ça dans l'objectif de vendre ça, vendre plus, de mettre en valeur ça. Et donc, ça te donne ton cap, je trouve, Mhm. le fait d'être orienté business. Ok, donc Parce que, voilà, je trouve que c'est plus c'est plutôt vraiment un état d'esprit qu'autre chose, quoi. c'est la vigie, quoi, ouais, je trouve. Ok, ok, ça marche. On peut pas vraiment parler de marketing et sales sans parler d'opération. Toi, t'as bossé en tant que CEO chez C-Bubble et du coup aussi en tant que CEO chez Client Addict, donc ta propre agence de conseil en Mm. marketing relationnel et business development. Donc on a toujours cette double marketing Mhm. sales qui revient. Gérer des opérations, ça implique naviguer dans un environnement avec beaucoup de parties prenantes. C'est vrai que tu en as parlé pas mal chez la Barclays où tu naviguais avec des techs aussi, pas mal de personnes et tout. Et moi, j'aimerais bien revenir sur une partie qui c'est la marque personnelle. C'est là où ça joue aussi beaucoup, tu vois, Mm. pour dans la crédibilité, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus pour trouver tes clients, enfin tes premiers clients avec Client Addict quand il s'agit du réseau, tu vois. Parce que moi, je sais que dans notre audience, il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de toutes ces thématiques de personal branding, mais qui ont du Mm. mal à faire levier sur leur réseau sans paraître trop excessif, trop pushy un peu. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Oui, oui. Alors, effectivement, moi, sur ma boîte de conseil, sur cette partie-là, effectivement, tous mes clients, c'est venu du réseau. Mhm. Donc, soit réseau en deux bandes, hein, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, soit directement, il y en a qui sont dans des entreprises et puis qui avaient travaillé avec moi lors d'une de mes expériences professionnelles et qui avaient envie de retravailler avec moi, mais sans pouvoir recruter ou parce qu'il n'y avait pas forcément de poste, mais se dire du coup, tiens, j'ai un budget pour faire un projet, comme ça, je vais pouvoir travailler avec toi. Donc du coup, c'est vrai que le réseau est fondamental. Sur le personal branding même, je remonterais même plus haut. C'est-à-dire que quand j'étais chez Accenture, comme mon premier projet a été dans le CRM et que ça Mhm. m'a plu, je me suis dit, bon, maintenant, la deuxième expérience, je crois que c'était aussi dans le CRM. Et donc, en fait, à partir de là, je me suis dit, bon, ça te plaît, t'en as enchaîné deux différents. Donc maintenant, tu peux parler une certaine expérience, tu peux apporter encore plus sur ce sujet-là à des entreprises. Et donc, je me suis toujours attachée à faire des projets qui étaient dans cet univers et au point même de pouvoir probablement être assez pénible avec certains associés Mhm. qui voulaient me mettre sur d'autres projets parce qu'ils avaient besoin de ressources à tel moment. Quand je disais, tu as animé un workshop à Niort sur l'assurance vie, non. Je dis non comme ça parce que je laisse pas l'entreprise pour laquelle je travaille dans la panade. Je dépanne et je suis pas complètement abruti, mais j'ai tenu ma barre. Donc sur ma barque, je tenais la barre, quoi. Donc Mhm. c'est moi qui essayais, ok, je peux dépanner, etc. Mais en fait, je garde le cap je veux me spécialiser dans le CRM parce que c'est là, du coup, en ayant une expertise, c'est comme ça que je vais apporter la valeur à mes clients, mais aussi pour moi-même, personal branding, je vais être crédible et donc j'écris mon CV. C'est moi qui écris mon CV. Donc je reste sur ma ligne, sur mon objectif de devenir une experte en CRM avec différentes expériences, voilà. Et donc ça déjà, c'était déjà du personal branding. Et ensuite du coup le réseau, moi c'est un réseau. J'ai vraiment le goût pour l'humain et le contact. J'ai Mhm. vraiment je trouve ça magique les rencontres. Je trouve ça hyper magique. Il y a un côté
très agréable et de découvrir, il y a de la curiosité, découvrir différentes personnalités, etc. Donc du coup, mon réseau c'est tout à fait sincère. Donc je l'entretiens parce que ça me fait plaisir de voir les gens. Et après, ceux qui apprécient travailler avec moi ou qui connaissent quelqu'un qui a un besoin et du coup ils pensent à moi. Donc c'est vraiment moi comme ça que j'entretiens. C'est pas un effort quoi. Bon voilà, c'est assez naturel chez moi. Okay. Donc et du coup c'est comme ça que viennent les projets. 100% des projets que je fais viennent du réseau en fait. J'ai même pas de site web sur ma partie sur ma partie conseil quoi. C'est parce qu'en plus j'ai d'autres choses, j'ai une autre activité, donc je suis pas non plus à temps plein sur la partie conseil, donc je veux pas, au bout d'un moment ça rentre plus dans le planning, mais ça vient tout seul par le réseau et voilà. Ok, donc si je devais résumer en tout cas pour notre audience, ce serait de vraiment développer une relation déjà individuelle et aussi authentique avec les gens plus que simplement du travail, je suppose, avant de vouloir demander ou même faire un levier dessus. Et après, assez naturellement, par la force des choses, ça reviendra plus ou moins vers vous. Oui, et puis il y a une forme de générosité aussi. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé souvent de donner un coup de main à quelqu'un qui se pose des questions sur son business et ça me fait plaisir d'écouter les gens. Après, c'est aussi ma formation de consultante, mais du coup, un peu for free et les gens quand ils sentent, je pense, de la sincérité comme ça, de l'écoute et de la générosité, après ils sont probablement plus à même de dire tiens elle peut certainement aider, etc. Et puis après il y a des projets avec des budgets, etc. Donc mais oui, au départ je trouve c'est le plaisir de travailler sur ces sujets. Donc c'est pour ça aussi que quand on trouve ce qui nous plaît, de rester dans cet univers jusqu'à ce que ça nous plaise plus peut-être, mais en tout cas c'est agréable et puis agréable de travailler avec des gens qui on a plaisir parce que les personnalités ça fit bien, et puis du coup tout ce plaisir là du coup ça crée du business finalement, donc Ok, ça marche. On va rentrer sans plus tarder dans la partie plus focus autour de la marque, autour du livre bleu. Du coup, le livre bleu, si j'en crois tonton Google, c'est un livre gratuit de près de 200 pages, écrit, relu et mis à jour tous les ans depuis 1954 par des médecins et des sages-femmes, édité à 750 000 exemplaires chaque année. Donc, du coup, c'est un business que tu as repris avec ton associé en 2017 et qui devait être rafraîchi, parce qu'effectivement, ça date de plus de 60 ans, donc il y avait quand même un sacré boulot à faire. Au niveau du business model, pour ceux qui se posent la question, c'est une régie pub. C'est une question que j'ai posée du coup à Camille en pré-call, parce que c'est vrai que c'était assez intriguant comme business. Ça veut dire qu'en tel un média, vous devez vendre des audiences. Et moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vous y êtes pris pour le rebranding de la marque. Donc ça passe par les visuels, les couleurs, le langage, etc. Et puis pour grossir votre audience, notamment sur le social, puisque c'est vrai que tu m'avais dit que c'était pas quelque chose qui avait été développé par les anciens dirigeants de la marque. Donc vous avez développé la page Facebook de 2000 à 200 000 followers en organique, et alors que vous n'aviez pas réellement d'expérience dans le social, que ce soit toi ou ton associé avant quoi. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ça ? Oui. Donc, effectivement, on a repris cette entreprise aux enfants du fondateur. Les enfants du fondateur partaient en retraite, donc on a repris cette entreprise. D'ailleurs, ça a été aussi un choix de leur part. Enfin, ils nous ont choisis, parce que nous, on a eu... quand on a su et qu'on a discuté, au départ, c'était pas forcément pour reprendre, pas pour reprendre nous-mêmes, mais eux, ils avaient eu des offres et il se trouve que c'est une aventure familiale, donc c'est leur papa qui avait monté ça. Eux, ils ont repris, et en fait, notre projet avec mon associé leur plaisait beaucoup. D'ailleurs, on continue à les voir, on voit une fois par an les enfants du fondateur. On leur envoie la nouvelle édition, etc. Et donc du coup il y avait déjà cet ADN qui restait d'un peu d'entreprise famille. Enfin moi mon associé c'est une de mes meilleures amies, on se connaît par cœur, donc il
Et puis notre projet, c'est 2 mamans de 3 enfants chacune qui connaissent beaucoup le milieu médical parce que des parcours très médicalisés pour les grossesses, pour les enfants, etc. Et qui se fixent comme mission de donner de l'info fiable aux futurs et jeunes parents, d'info médicale. Et c'était bien avant la pandémie, mais parce que je trouvais qu'il y avait un déficit de confiance aussi dans la médecine. Il y a certaines dérives parfois de médecine alternative ou complémentaire qui peuvent être bien ou qui peuvent être dangereuses. Et donc c'était important, je trouvais, quand on doit affaire à des médecins, il faut que ce soit une relation de confiance, une vraie collaboration. Et la relation patient-soignant, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup. Donc, et je trouve que c'est précieux pour un confort de vie de tous. Donc voilà, donc on reprend ça. Et donc il y a que le print. Quand on reprend, il y avait une page Facebook avec 2000 followers et un site web avec un peu d'articles de blog. Et effectivement, on se dit, en fait, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, deux femmes pas trop vieilles qu'on est, avec l'expérience de la maternité, avec des contacts dans la médecine, on va pouvoir apporter du contenu, on va pouvoir aider les futurs et jeunes parents à vivre cette parenthèse de vie enchantée, ou pas enchantée, mais en tout cas ce moment de vie assez important. Et donc on se dit, c'est un diamant brut, parce qu'il y a une image de marque très forte, qui est le côté médical justement, puisque c'est remis par les maternités, les sages-femmes, les gynécos, etc., aux futurs mamans, puisque c'est lors d'une consultation en général que le livre est remis quand elles sont en début de grossesse. Donc on s'est dit, donc le print, ok, il y a l'image de marque, donc ça, faut arriver à maintenir cette image de marque médicale, donc faut rester sur cet ADN, mais le rafraîchir, parce que on s'est dit, il faut être à la page de ce qui se fait en matière de médias autour de la puériculture de la grossesse. Il faut qu'on mette un petit peu notre touche, parce que il faut un peu incarner la marque, pas que ce soit une black box. Faut que ce soit humain, que les gens, en fait, on s'est rendu compte que les gens sont assez aiment savoir à qui ils ont affaire, qui se cache derrière telle ou telle marque. Donc nous, c'était du coup, il fallait que, à un moment donné, qu'on sorte du bois pour incarner ça. Donc on se dit, faut développer le digital en premier lieu. Donc on refait le site une fois, on le refait par la suite une deuxième fois. Et puis on se dit, il faut être sur les réseaux sociaux, parce que si nous, notre mission, c'est de délivrer de l'info de prévention, d'information fiable, médicale aux futurs jeunes parents, faut être là où ils sont. Donc on a le print, ok, fine, on est déjà remis pas mal, mais ils vont peut-être pas lire toutes les 200 pages d'un coup, ou bien ils vont pas tout lire de toute façon. Donc il faut, quand on a des infos importantes, il faut qu'on communique aussi sur le digital, donc les réseaux. Et en fait, sur Facebook, on a démarré avant Instagram, et donc on a un peu cherché notre ligne éditoriale. Et puis on l'a vraiment trouvé en la définissant déjà correctement, et puis en regardant ce qui était publié sur ces sujets, et en faisant un peu le tri déjà quand on partageait des informations, on faisait un certain tri, et puis après nous on avait aussi des articles à relayer. Une fois qu'on a eu bien défini la ligne éditoriale, par exemple, on s'est dit on parle de sujets médicaux, ça c'est clair, de prévention, d'information sur la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant, parce que c'est le sujet du désir de grossesse aussi. Mais par exemple, les filles les plus pénibles ont un prénom qui commence par un C. On s'en fiche en fait. Ça, c'est pas du tout notre rayon. Tu vois. Et après, nous, on aime beaucoup rigoler. Je pense que l'humour est vraiment vital. Nous, c'est pas une page où on fait des blagues. Pourtant, il y a plein de pages où il y a des blagues. Et franchement, nous, on rigole souvent parce qu'il y a des trucs qui nous font vraiment rire. Mais c'est pas notre positionnement. Donc on pourrait se permettre, par exemple, en story, de partager un petit truc, mais en fait, on a vu que si on est bien calé sur notre ligne éditoriale, les gens savent ce qu'ils vont trouver là, et donc ils viennent chercher
ce qu'on offre, ce qu'on propose, parce que c'est clair en fait. Donc nous, on relaye des messages de la Haute Autorité de Santé, du ministère de la Santé. Il y a certaines sages-femmes et gynécos avec lesquelles on travaille, on relaye. Donc des associations aussi de patients type SOS Préma qui aident vraiment les parents de prématurés dans cette aventure-là. Donc du coup on relaye du contenu fiable aussi, vérifié, et puis on tient bon notre ligne, parce que quand on dit voilà les 11 vaccins obligatoires pour vos enfants, forcément on a des anti-vaccins qui vont commenter aussi. Donc du coup, faut savoir faire un peu de community management. Mais on s'est rendu compte qu'une fois que la ligne éditoriale était très claire, et en fait, on a eu beaucoup moins de haters et de détracteurs. Globalement, c'était beaucoup plus une ambiance beaucoup plus sympa. Oui, c'est ça. Donc, et du coup, c'est là aussi, je pense qu'une fois qu'on a été calé là-dessus et qu'on a relayé beaucoup de contenu sur les réseaux, sur Facebook, c'est là qu'en fait, je pense que ça fait boule de neige au fur et à mesure. C'est que on est passé en 18 mois de 2000 à 200 000. Donc, on n'en revenait pas nous-mêmes. Enfin, c'était et il y avait aussi une fois, donc ligne éditoriale claire et aussi l'authenticité. Donc on a parlé de nos expériences, de nous, de notre parcours, et puis de notre mission, et que voilà, on fait tout ça. Il y a un peu une forme de bénévolat ou d'associatif, un peu presque d'association de patients sur la grossesse parce que voilà, on est là c'est presque de l'intérêt général en fait. Et du coup, je pense que ça a dû transpirer et ça a fait boule de neige, et je pense que du coup, il y a une confiance qui s'est instaurée avec la communauté. Donc, non seulement il y a un nombre de followers, mais effectivement, comme c'est organique, l'engagement est très fort. Au tout début, on a maintenu un 30% d'engagement, ce qui est incroyable. Et là, à 200 000, on est à 15%, ce qui est déjà un très beau score. En plus, sur une population ultra qualifiée. Donc du coup, ça nous permet, nous, donc comme ça vient en régie pub, pour les annonceurs, pour les marques qui mettent une page dans le livre bleu, d'avoir accès à des dispositifs digitaux, dont effectivement des posts Facebook ou Instagram maintenant, d'avoir un vrai reach, quoi. Ouais, ok. Donc si je devais résumer, globalement, ce serait premièrement trouver sa ligne éditoriale, deuxièmement l'authenticité de votre contenu, et troisièmement aussi la rigueur. Tu as parlé, vous avez fait ça pendant 18 mois, aujourd'hui ça continue encore. Et vous postez à quelle fréquence à peu près ? On doit poster 40 posts par semaine. 40 posts, ah oui, c'est pas mal, hein. Franchement, si c'est pas plus, sur tous les réseaux, c'est franchement top, surtout que... Rien que sur Facebook, ouais. Ah, rien que sur Facebook ? Ouais. Sans story, hein. C'est pas les stories, hein. Vraiment les posts. Ok, ah oui, 40 posts par semaine, ah oui. Ouais, il y a du volume quand même, il y a du volume. C'est vrai que vous... Et effectivement, on a vraiment appris en faisant toute seule, et c'est marrant parce que je trouvais que d'un point de vue utilisatrice de Facebook et Insta, j'ai l'impression que c'était un peu la même chose. Et alors, une fois que tu es un média, et que du coup tu as une page pro, en fait ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Okay. Mais du coup les deux sont intéressants, et oui, il faut ça, c'est sûr qu'il faut de la rigueur. Okay, ça c'est tous les jours, ouais. Et puis lire les commentaires, ça prend pas mal de temps. Ok, sans plus tarder, on va passer à la partie Fast and Curious version brand. Donc Fast and Curious, le concept de Combini version brand, le concept du brand podcast. 3 questions avec 2 propositions à chaque fois. Tu réponds entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Camille, est-ce que tu es prête ? Oui. Si tu devais refaire ta carrière, tu ferais plus de la médecine ou du business ? Du business. À l'avenir, pour le livre bleu, tu serais plutôt chaîne de télé ou podcast spécialisé ? Un podcast. Ce qui a le plus d'impact selon toi, 10 millions d'exemplaires pour le livre bleu ou 10 millions de followers sur vos réseaux sociaux ? 10 millions de followers. Pour finir, Camille, quelle est ta question pour moi ? Eddy, est-ce que tu recommanderais le livre bleu quand tu attendras un enfant ? J'espère.
c'est vrai que c'est un peu loin pour l'instant. Sachant que pour ceux qui savent pas, là, je viens de fêter mes 21 ans ce mois-ci, il y a 10 jours à peine. Donc c'est vrai que la paternité, pour le coup, c'est un peu loin. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être globalement à l'histoire. Je me dis que si l'institution a fait plus de 60 ans, et vit toujours, et que vous l'avez repris, et que les gens continuent de le lire, et que c'est pas un petit bouquin, quoi. Moi j'aime beaucoup la lecture, mais c'est vrai que pour la paternité, quand même 200 pages, etc., ça doit être full de conseils, etc. Bah oui, c'est assez logiquement. En tout cas, j'espère pouvoir le recommander au moment venu. Ouais, je pense qu'il doit avoir probablement des trucs où tu lis l'exemplaire et tu te dis, mais pourquoi j'y ai jamais pensé? C'était vraiment évident, mais je le savais pas. Mais je me dis que c'est aussi l'utilité de la chose, et que ça vient compléter l'expertise des sages-femmes et médecins et compagnie, donc j'espère pouvoir le faire. Bon, sur super. ce, on va clôturer l'épisode. C'était un plaisir d'avoir pu échanger avec toi, Camille. On a beaucoup parlé. C'était le premier épisode que je fais depuis 2 saisons, même 3 du Brand Podcast, où on dépasse le temps. On a 47 minutes d'épisode. Mais c'était un chouette échange, et je pense que ça a apporté beaucoup de valeur à notre audience, en tout cas j'espère. Pour tous ceux qui nous écoutent toujours après un peu plus de 47 minutes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Le Brand Podcast est toujours disponible gratuitement sur YouTube, BRVND Podcast sur la chaîne YouTube, pour ceux qui n'ont pas d'abonnement sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Google Podcast, etc. À mettre des reviews, ça nous aide toujours à monter dans la catégorie affaires et marketing. On est classé depuis la saison 1. Donc, merci à vous. Moi, je vais vous dire du coup à la semaine prochaine, même heure, 8h, lundi, pour un nouvel épisode. Et sur ce, on se dit à très vite.